Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être venus nombreux à cette soirée de poésie contemporaine autour de notre revue Place de la Sorbonne, revue internationale de poésie de l'Université Paris-Sorbonne, qui nous héberge dans ce bel amphithéâtre, ce grand amphithéâtre, ce pourquoi je la remercie très chaleureusement. Vous allez assister à la lecture de quelques-uns de leurs poèmes que vont vous proposer dans un instant 7 poètes dont les numéros 1 et 2 de la revue ont publié des textes. Ces poètes sont parmi les plus importants des poètes de langue française d'aujourd'hui. Je dis de langue française parce que vous allez le voir, 2 d'entre eux sont belges. Et ils sont venus tout exprès de Belgique pour participer à cette soirée, ce dont je les remercie de tout cœur. Ces poètes, il s'agit de Marie-Claire Bancard, de William Cliff, de Jean-Pierre Lemaire, de Lionel Ray, de Jacques Roubaud, d'Esther Tellerman et de Jean-Pierre Verhegen. Je viens de me servir de l'ordre alphabétique et c'est dans cet ordre que vous allez les entendre. Place de la Sorbonne a pour objectif et pour ambition de faire découvrir ou mieux connaître la poésie vivante, dans la diversité de ses courants, de ses esthétiques et de ses choix. Comme vous allez le constater, ces poètes illustrent très bien et la diversité et la grande richesse de la poésie contemporaine. Avant de leur donner la parole, je veux remercier très vivement les services culturels de Paris-Sorbonne et de l'IUFM de Paris qui ont aidé à la création de la revue et continuent de la soutenir, mais aussi les institutions dont la générosité permet à Place de la Sorbonne d'exister et de remplir sa mission au service de la poésie contemporaine. Je veux parler du Crédit Mutuel Enseignant et du comité d'entreprise d'EDF, ainsi que notre partenaire de ce soir, la librairie Tchane de Montparnasse, bien connue des amateurs de poésie, grâce à laquelle vous pourrez trouver tout à l'heure, après la lecture, aux environs de 20 heures, des ouvrages de nos 7 poètes, ils sont déjà installés ici, qu'ils se feront, je pense, un plaisir de vous dédicacer. Voilà, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre première invitée, Marie-Claire Bancard. Je vais dire quelques mots de présentation de chaque poète. Marie-Claire Bancard est professeure émérite de Paris-Sorbonne. Ses travaux universitaires ont pour l'essentiel porté sur les prosateurs français de la seconde moitié du XIXe siècle et sur la poésie française du XXe siècle. Elle est l'auteure de près d'une vingtaine de recueils et elle a également publié des romans. Les éditions Obsidiane ont fait paraître en 2002 sous le titre Rituel d'emportement une anthologie personnelle réunissant un choix de poèmes depuis le recueil Mai de 1969 jusqu'à un inédit de 2001 qui voyage le soir. Après les prix Max Jacob Supervielle et le Grand Prix de poésie de la ville de Lyon, l'œuvre poétique de Marie-Claire Bancard a été couronnée par le Grand Prix d'automne de la Société des gens de lettres et je vais lui demander de venir jusqu'à ce pupitre. Je vais vous lire la première partie d'une trilogie encore inédite que j'ai récemment écrite. Éventail. La transparence du papier fait passer une ombre d'oiseau sur la bouche 6 fois esquissée d'un être indécis à prendre visage. Furtif, entre 2 regards, son éclair désir vers le rouge du sang. Le voici au monde, violente, obstinée. Je hurle, je crache. Autant vaut ne pas faire dans l'inexprimé. Les mots respirent mort, amour. Souhaiter passionnément
devenir comme un Dieu qui est celui qui est, sans pourriture au ventre, sans trou au poumon, Verbe pur. Mais le Verbe sans mots, ce serait l'éternité roulant sur elle-même, à l'infini, au confiné. Voici des loups plutôt, et nous à travers eux. Mots loups, galopant à l'amour, au meurtre, dans la faim et la perte et la dissonance. Mais encore, l'unique proclamation possible de l'éphémère, le seul éblouissement dans la ruine. Le cri peut être tendre aussi. Une maille file dans ton péritoine. Un chien aboie dans ton fémur. Et tu crois pouvoir écrire une pastorale. Paysage d'églogue. Autant pour le gibier poursuivi, autant pour le nourrisson abandonné sur les ordures. Tu la leur accompagneras de flûte l'existence. Toi, la sauvage, tu as autre chose à crier, dissonante. Notre ville resserre ses épaules contre le vent. Furtive au profond des maisons, presque déserte, entre ces murs, on arrive au petit matin. Heurté par des saillies, giflé par des volets demi-ouverts. Peu à peu se précise le jour, éclate son plus beau moment, le soleil levé dans un ciel où brille encore blanche la lune. Minutes en suspens, rémission dans la métamorphose. Toutes les spirales, toutes les anfractuosités de la ville sont maintenant équilibrées dans leur pierre. À force de condamner ta porte, elle te rappelle un jour qu'elle sort d'un arbre, abattu, scié, cloué en planche. Présence inéluctable sur ton seuil. Tu penses alors aux branches que tu n'as pas entourées de tes bras, aux feuilles qui n'enveloppèrent pas tes désirs. Maintenant, tu peux toujours essayer de le vider du paysage. L'arbre insiste et devient forêt. Assis dans le jardin public, devant le rond de sable destiné aux enfants, le vieil homme pense aux disparus. Son cœur est sec, si proche de sa propre mort. Il ressemble au sable, englouti peu à peu dans la terre et renouvelable. Mais quand il marche dans le jardin, il va vers le centre d'un temps particulier, celui d'un arbre. Et quand sa main se ferme sur un des fruits de l'arbre, il atteint le centre du centre, un rapport avec la vie entière et le temps réversible. Ciel de toiture, vol d'oiseaux sur les cheminées, urbanisme d'arbres à ras de fenêtres. On ne serait pas étonné
qu'un banc de poissons glisse sur eux avec le nuage. La carte du rêve ne dépayse pas. Le sang s'échange avec la chimère qui marche familièrement dans la tranchée de l'avenue. Ramasse une graine, installe-la sur ta paume, au centre. Arrivé au balcon, très haut sur la ville, donne-lui chance. Souffle doucement sur elle. Par l'air qui vient du fleuve, elle sera transférée en direction d'une forêt. Et dans 20 ans, un arbre inattendu portera témoignage que la femme, née par hasard elle aussi, adressait au destin cette miette de l'univers. On tient toujours le bout du monde, n'importe où. Il ne refuse pas d'être rompu, comme un pain tendre. Parcourant l'hiver une voie romaine, on rencontre un très haut pavé ancien, tiède au soleil. On s'y assied. Quand je voyage dans notre commune mémoire, je retrouve cette pierre soudain devenue capitale, avec le revêtement rugueux d'un pan de mur en face et la minime luisance dans un granit, comme une promesse d'éclat sans fin. L'arbuste a pris racine dans le cœur d'un suicidé. Un météore s'est cloué sur terre. La nuit galope. Les cygnes s'inversent. Feuilles rongées, gorgées, temps éblouis, promesse d'un nouveau soleil. Il y a trace de nous dans l'un et l'autre de ces mondes. Fragile, obstiné, traverse l'orbite, suit les méandres des intestins, entre dans nos vertèbres, souffle par notre bouche. Cette chose de rien, l'énergie, elle suscite et use notre vie sous le ciel. Qui je suis, la terre à charbon du bourg où je suis né ne me le dira pas. Ni mes livres à la couverture délavée, mais le vacillement de la vie paradoxale qui, chaque jour, s'étonne de se savoir mortelle et amoureuse. Qui sait, peut-être 2 manières d'aller en avant. Il y a du jeu dans l'être d'une femme qui caresse un livre mince et pense à l'incertitude de la vie, tout en surveillant au miroir la bonne tenue de son rouge à lèvres. Explorer la distribution de tes cellules, habiter la défense de ta moelle, attaquer de front tes sommeils. Ce serait le vrai déjeuner de soleil qui n'en finit pas. Un abricot très mûr s'écrase dans le chemin.
nourriture pour bêtes minimes. Le cheval, en passant, retrousse délicatement ses lèvres sur le bout des branches et mange fruit après fruit à petit bruit. Pour moi, l'odeur et l'idée que le monde tout entier restera peut-être ocre clair, été sucré, abeille. Je vous remercie. Avant de vous présenter le deuxième invité, William Cliff, je voudrais vous dire que les œuvres que vous voyez défiler sur l'écran sont celles de Roxane Morer, qui ont été publiées dans le numéro 2 de Place de la Sorbonne. Alors, William Cliff, c'est le premier des deux poètes belges que j'ai mentionnés tout à l'heure. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres de poésie, depuis Homo Sum jusqu'au dernier en date, Immense Existence et Épopée. Il y a eu aussi la traduction des sonnets de Shakespeare. Il est également l'auteur de 5 romans à forte teneur autobiographique. Son autobiographie en 100 sonnets, récemment rééditée, est particulièrement représentative de sa manière très originale, qui associe à une sorte de virtuosité de la forme hirsute et dédaigneuse un réalisme lyrique implacable, affamé et fiévreux. C'est en tout cas ce que j'écrivais dans le premier numéro. William Cliff a reçu en 2007 le Grand Prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre et je lui donne la parole. William. Bonsoir. Eh bien, de mon dernier recueil intitulé Épopée, je vais vous lire une de ces épopées, c'est-à-dire un poème un peu long et narratif, n'est-ce pas, qui est entièrement écrit en 10 uns. Vous savez que le 10 uns est un poème, évidemment, de 10 vers, chaque vers comportant 10 syllabes, et la structure de ce poème, elle est la suivante, des rimes, veux-je dire, A, B, B, C, C, D, C, D. Donc une structure extrêmement rigide, n'est-ce pas? Et là, cette forme de poésie est tombée en désuétude. Elle était pratiquée par Villon, François Villon, par Marot, Clément Marot, et par Rabelais, le tiers-livre, si vous vous souvenez du tiers-livre, sur la page de garde, sur la page de titre du tiers-livre de Rabelais, se trouve un 10 uns intitulé « À l'esprit de Marguerite de Navarre ». Et enfin, le grand poète qui a illustré le 10 uns, c'est évidemment Maurice Sèvres, qui vécut dans la première partie du XVIe siècle à Lyon et qui a consacré 340 10 uns à l'Adélie, objet de plus haute vertu, dont il était amoureux, hélas, qui épousa un autre homme. Grâce à quoi nous avons cette délie, n'est-ce pas, sans quoi, si Maurice Sèvres avait été heureux, nous n'aurions point de ce magnifique 10 uns. Alors, le poème que je vais vous lire, qui est composé de 10 uns, s'intitule « Puissante présence ». J'évoque dans ce poème mes humanités, parce qu'en Belgique on dit faire ses humanités, on disait ça en France dans l'Ancien Régime peut-être, non? Nous sommes toujours dans l'Ancien Régime plus ou moins en Belgique, et j'évoque mes humanités faites à Profondeville, un petit village de la vallée de la Meuse. Couché comme un malade, couché comme quelqu'un qui a perdu sa nourriture. Je me souviens des marches en automne que nous faisions à travers la nature. Si ces longues marches nous étaient dures, elles nous donnaient le goût d'être ensemble, et malgré la fatigue de nos jambes, nous goûtions d'ainsi marcher côte à côte. Aujourd'hui, dans mon âge moins ingambe, j'ai la nostalgie de ces marches hautes. Dans la forêt, sur le bord de la Meuse, nous marchions côte à côte en sachant bien
qu'un jour viendrait où la vie bienheureuse nous libérerait de marcher si loin de la ville et de la vie dont le train nous ferait voir des bonheurs magnifiques. Et aujourd'hui, comme un paralytique, je vois la joie que nous avions alors de marcher côte à côte, la musique du pur espoir faisait mouvoir nos corps. Et souvent, nous chantions à pleine voix en battant le sol de notre semelle, afin de faire résonner les bois de notre appel balancé vers le ciel. Nous frappions le sol parce que rebelles, ils s'opposaient à nos grandes demandes. Puis en silence, nous suivions la pente qui descendait au fond de la vallée, d'où nous savions qu'à la soirée tombante, il nous faudrait, malgré tout, remonter. Il y avait un sentier dans les bois, ou plutôt c'était presque un escalier, que nous devions gravir malgré le poids de la fatigue au fond de nos souliers. Ah, qu'il était dur de poser le pied toujours plus haut pour rentrer au collège. Et nous râlions, nous grognions. Ah, que neige, encore les cuisses que j'avais alors, ces fesses, cette queue, ces belles lèvres, quand je pestais contre le mauvais sort. Nous crachions des jurons, nos corps superbes ne possédaient pas le bonheur d'amour. Nous devions être des génies en herbe, auxquels il était assigné nuit et jour de n'avoir pour observance toujours que de grandir et de ne dépenser l'or sexuel que dans le seul métier de le sublimer en mental savoir, jusqu'au moment où nous devions rentrer dormir tout seuls dans le froid du dortoir. Nous devions marcher en toute saison. Malgré les coups de la pluie et du givre, nous marchions parfois même à reculons, parce qu'autrement c'était impossible à cause de la violence horrible de la pluie hivernale sur nos faces. Parfois au contraire, sous la menace de la chaleur dogante du moment, nous recherchions les arbres dont la masse feuillue nous offrait du soulagement. Alors il nous arrivait sur la terre de nous jeter pour prendre du repos, levant les pieds contre le tronc d'un hêtre, afin qu'il soit à un niveau plus haut que notre tête, laquelle, au terreau renversé, en savourait la fraîcheur. Nous regardions les troncs vers la hauteur hisser leurs tiges et leurs branches feuillues, et rêvions que nos membres poussant leur membrure fourniraient pareille enflure. Où êtes-vous aujourd'hui, fier garçon, avec qui j'ai partagé cette route? Hélas, je n'ai aucune information qui pourrait un peu dissiper mon doute. Ah, comme j'aimerais vous voir outre ce laps de temps qui nous sépare à cette heure. Hélas, vous êtes dévolu au fleuve qui roule, qui s'aboule impitoyable, et emporte à jamais dans son grand œuvre le souvenir de nos pas mémorables. Quand nous partions dans la végétation afin de tuer le jour du dimanche, où l'on n'avait pas classe, nous marchions en secouant nos fesses et nos hanches, et battant le sol à semelle franche. Nous avancions comme ces animaux qui se dérobaient et devaient nous maudire de déranger leur territoire, ou comme ce ruisseau poussant son eau dans les sous-bois pleins de rocailles noires. Et moi, je rêvais que toute ma vie, je la passerais dans cette forêt, où je n'aurais à jamais d'autre envie que d'y faire du feu. Je mangerais la bête capturée, je dormirais à l'abri d'une petite cabane. C'était le rêve de ma tête en panne, la tête d'un gamin qui ne sait rien, pas même un brin de l'horreur et du drame de vivre loin de ses frères humains. Il y avait un lieu dit le vignoble, comme il se doit tourner vers le soleil, mais où la vigne avait perdu le noble métier de produire le jus vermeil. On n'y voyait que ronces, pêle-mêle, tendre leurs tiges pleines de picots. Là, j'aimais pousser comme un bourricot le petit trot de ma course montante et tomber dans ces ronces pour y causer avec les choses environnantes. Aujourd'hui, fatigué par les travaux et les parcours d'amour et de voyage, je retourne m'aboucher comme un veau à la mamelle de ce Moyen-Âge. Je ferme les yeux, je vois mon visage comme celui d'un autre, je m'étonne que cet autre ait pu vivre en ma personne. Et pourtant, j'étais cette tendre viande, j'étais ce corps passant un temps énorme à rêver dans ces ronces frémissantes.
Couché sur le vignoble, je rêvais, le corps enfoncé dans ces salles ronces, parce que là, tout me faisait l'effet d'un paysage étrange à mon enfance. Cette sauvagerie, cette espérance en quelque chose qu'on ne connaît pas, conduisait là l'errance de mon pas jusqu'à tomber dans ces ronces séchées où je m'enfonçais sans savoir pourquoi. Je devais y disperser ma pensée. Depuis lors, je n'ai plus jamais cessé de parcourir les forêts sur la terre pour y trouver un aspect délaissé que le monde a exclu de ses affaires, et de m'y arrêter et de m'y taire en regardant autour de moi les bois, remuer ce feuillage qui pour moi est une chose étrange dont l'essence ne cesse plus au déclin de ma voix de m'instiller sa puissante présence. J'ai le plaisir de vous présenter maintenant Jean-Pierre Lemaire. Jean-Pierre Lemaire est ancien élève de l'École normale supérieure et professeur de classe préparatoire au lycée Henri IV. Il a animé pendant plusieurs années un atelier d'écriture poétique à la Sorbonne. Son premier recueil de poèmes, Les Marges du jour, apparu en 1981 aux éditions La Dogana, qui viennent de le republier avec une postface de Philippe Jacotet. À l'exception de L'intérieur du monde, paru chez Chêne Éditeur en 2002, les poèmes de Jean-Pierre Lemaire ont été publiés par Gallimard. Jean-Pierre Lemaire a été le premier invité du séminaire qui a commencé en cette rentrée, du séminaire de Denis Labouré et Olivier Gallet à la Sorbonne, intitulé « Comment, au XXe siècle, devient-on un écrivain catholique ?» Et donc, je lui passe la parole. Jean-Pierre Lemaire. Merci, bonsoir. Alors, je voudrais vous lire d'abord quelques poèmes sur l'enfance. Intitulé Scène d'enfant, le titre est emprunté à Schumann. Oh, je vais mettre de meilleures lunettes. Prélude. Dans notre ancien jardin, les enfants étaient grands. Ils voyaient déjà des choses, aux confins du feuillage, qu'ils pensaient plus tard atteindre dans un seul élan, et qui restent leur secret. Car l'ultime distance, nous ne l'avons jamais franchie. C'est nous, aujourd'hui, au souvenir des arbres, qui sommes devenus petits. Le vent du soir. Des génies habitaient à l'intérieur des arbres et sortaient le soir, quand il faisait grand vent, par un trou noir dans un nœud du tronc, où l'on ne pouvait passer que 2 doigts. Le jardin entier devenait leur domaine. Il n'était plus question d'aller dehors, et nous suivions derrière la vitre, anxieusement, les ravages de leur sarabande impalpable. Le matin, le jardin était presque intact. Il fallait se dépêcher, avec des brindilles et des bouts d'écorce tombés, d'aller boucher le trou mystérieux. Puis on touchait le tronc, à demi rassuré, et l'on pouvait enfin jouer tranquillement. À l'arrière, ça évoque les promenades en voiture le week-end, en famille. Sur la banquette arrière, quand il pleuvait et que le monde s'écartait devant la voiture, les gouttes filaient sur la vitre en oblique, avec des accélérations, d'imperceptibles pauses. Et nous 3, voyageant à l'abri dans un autre temps, nous suivions du doigt ces vies minuscules, comme sur l'écran de la destinée, avant que le soleil ou le retour à la maison nous rendent au décor agrandi du présent. La mer, c'est la mer du Nord.
Assis dans la grande balançoire des collines, sur la route où poussait un clocher après l'autre, nous allions vers la mer, à vastes enjambées, comme si nous avions chaussé les bottes de 7 lieues. Et quand le ciel devenait plus pâle, les champs plus jaunes, nous respirions fort pour crier tout de suite à l'apparition, derrière les aigrettes d'Oya et les dunes, de la longue ligne bleue ou grise, imprévisible et grave comme Dieu. Les ateliers, c'était le lieu où travaillait mon père, des ateliers de réparation de locomotives qui étaient à l'époque à vapeur. Celle qui battait entre le monde et nous, c'était la porte en bois au fond du potager, dont le bruit signalait le retour de ton père. Au-delà commençaient les rails, la fumée, les hommes, les locomotives. Nous la franchissions une nuit dans l'année, quand il y avait la fête aux ateliers, et que Petit Pierre, au son des cymbales, faisait la roue d'un bout à l'autre de la Seine avant d'attraper le loup par la queue. Le jour, nous y étions admis plus rarement encore. Tout le monde était en bleu de travail et l'on ne jouait plus. Le pont. Dans le petit matin, la voix de ta mère était un pont du sommeil à la vie. Et nous emportions nos rêves à l'école sous nos fronts propres dont la peau tirait. Maintenant, quand tu te lèves, il faut toujours faire attention aux pas et tes bagages sont restés dans la rivière. Et puis le piano. Dans le piano, il y avait un autre monde, avec des forêts, des prairies pleines d'animaux, des villes au soleil couchant, des batailles, des voix qui ressemblaient à celles de mon père, des contes, des voyages dans tous les pays, et surtout, je crois, notre histoire future, qu'il fallait déchiffrer sans pouvoir aller vite. Je voudrais vous lire maintenant une deuxième petite série, le monde adulte cette fois-ci, le monde adulte exposé au coup de la maladie, au coup de la guerre quand elle frappe les autres, des coups qui sont souvent silencieux. Et c'est pour ça que cette partie s'intitule « Coups silencieux ». Milliers de coups frappés à la porte de derrière, par la mer au crépuscule, en voisine ou en maître, les yeux dans la rue, rayonnants, misérables, les lettres noires sur blanc, choc silencieux à la maison, porte entr'ouverte dans l'enfance, fermée pendant la vie, béante à l'heure de la mort, transparente pour le poème. Un poème intitulé « La lettre », c'est une lettre qui vient d'un pays en guerre, le Liban en l'occurrence. Au bout des premières lignes, un paysage lui monte à la tête. Le cèdre du timbre a soudain grandi et le protège d'un autre soleil, d'un vent brûlant. Il entend ricocher une balle perdue là-bas depuis longtemps, qui parfois l'atteint dans cette rue calme, ce pays en paix aux yeux inexpressifs, comme si personne ici ne savait lire. Un rêve. On nous déporte. Il faut prendre le train. Toi, tu restes debout contre les barrières, au premier rang, visible à ta petite taille et tes cheveux courts en agitant les bras.
Moi, je pars. Dans la file des vêtements gris, certains ont emporté une vague valise, d'autres non. Peu importe. On sait bien que là-bas, il n'y aura plus aucune différence. Oubliez les haines entre les voisins, dérisoires les drames de la vanité. La seule différence à ne pas s'effacer est entre toi et moi, une femme et un homme. Différence comblée par la pluie des jours et que l'amour recreuse à cette heure dernière. Poème sans titre. Repliant la lettre du laboratoire, l'homme qui a lu sa condamnation s'enfonce dans les rues, porteur d'un sang lourd, incommunicable. Il tourne le dos au soleil qu'il aimait depuis son enfance, et de rue en rue, le soleil le suit, comme un chien fidèle ou un Dieu désolé qui ne comprend pas, mais demande pardon. La mort coupe le paysage d'une ligne ténue, comme un diamant la vitre, et l'œil ne peut déjà plus joindre tout ce qui la traverse, les deux moitiés du vol de l'oiseau, la branche et les fleurs à son extrémité, la vie de l'homme quand il va plus loin. C'est le cœur seul qui les tient ensemble, le cœur unique et dédoublé. Et pour finir, comme on approche de Noël, un poème sur un tableau que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est un tableau qui est à Colmar de Schongauer. Ça s'appelle « La Vierge au buisson de roses ». Vous êtes là, Marie, en manteau rouge, majestueuse, aimable, veillant d'un côté et votre fils de l'autre. Autour de vous, des roses, sans épines, comme au jardin d'Éden. Et ces oiseaux, rouge-gorge, mésanges, rossignols peut-être, à l'air étrange. Des oiseaux peints qui ne peuvent chanter. Comme eux, je vous regarde. J'apprends à me taire, en pénitence au paradis. Voilà. Merci. Quelques mots maintenant pour vous présenter Lionel Ray. Lionel Ray est professeur honoraire de chaire supérieure. Très abondante, son œuvre poétique s'étend sur plus d'un demi-siècle. Son premier recueil, Les Chemins du Soleil, est paru en 1956. Parmi les parutions récentes, je peux signaler chez Gallimard Matière de nuit, suivi de Éloge de l'éphémère, L'invention des bibliothèques, Entre nuit et soleil, et chez d'autres éditeurs, l'anthologie Non à la guerre et Voix de femme aux éditions Turquoise. Lionel Ray est également l'auteur de nombreux livres d'art en collaboration avec des peintres et des graveurs et d'essais sur la poésie. Il a reçu pour l'ensemble de son œuvre poétique le prix Goncourt de poésie en 1995 et le Grand Prix de poésie de la Société des gens de lettres en 2001. On peut trouver réunis dans la collection Poésie Gallimard, dans un même volume, donc, deux de ses recueils majeurs, comme Un château défait et Syllabes de sable. Et je lui passe maintenant la parole. Lionel Ray. Bon, je vous lis quelques inédits. Grimoire. Grimoire, pierre gravée, le message des siècles, et les nuits en nous qui s'accumulent dans la lumière obscure du sang, les chiffres d'une voix qui ne peut s'éteindre. Nous sommes d'étranges voyeurs dans l'engloutissement et le brouillis des phrases, cherchant quoi? D'autres naissances, les éclats de la route, un
inimaginable été, en plein décembre. Phrase, salut à vous mes orphelines, et salut au silence des violons froids, salut à l'ami sans réponse, aux objets loyaux, boîtes, bougeoirs, plumes et souffles d'oiseaux, salut aux fenêtres sans scrupules, aux repères des rats. Que voulez-vous? Le livre s'achève, on cherche encore le feu qui reste. Et l'autre ailleurs, le ciel du dessous. Le veuf, effaré, bouche ouverte dans le demi-jour du songe, ses oreilles teintes à cause d'une abeille et de l'effroi. C'était au temps des îles. On écoute encore, les volets sont fermés, couleurs étranges, le velours secret des joies, juste le frisson de vivre, là où tout commence et tout finit. Cet air de dire adieu à l'atelier nocturne, aux rivières, aux saisons, aux grands vents de mémoire. Il s'inventait une jeunesse ancienne, des brûlures heureuses, des crépuscules, des déchirements. C'était donc ça, cette part obscure du silence, comme une eau courante, tout va, tout s'en va, sans retour. Il reconstruit le pays des oubliés, écoutant le bourdon intime des lendemains, cette fissure dans le ciment des jours. Grille, brouillage, cette pluie d'épingles, ce désordre en soi qui veille et qui attend on ne sait quoi. On chante à cause d'un oiseau blessé et qui ne peut mourir, à cause d'un château avec de hautes salles, des escaliers profonds, à cause des infinis regards et des mots qu'on n'a pas dits. On a dû oublier une source quelque part, des chiffres, le rire glacé des jours anciens, collines et sentiers. Tu pourrais continuer comme ça bien longtemps, des pages et des pages, regrettant la saveur mourante du raisin. Et tu pourrais imiter l'eau, la cendre, les étoiles. Tu as l'oreille ailleurs. La vie, l'inquestionnable vie, l'inconsolable, l'imprévisible, comme la mise en page d'une fête interdite, un opéra inaccompli. Les silences du sable, la bougie du temps perdu. Je me souviens de vous, comme d'une écriture inquiète, la blessure de l'éclair, blancheur des choses de l'autrefois. Comme vous m'êtes proche, comme vous m'êtes familier. Cette dernière phrase entre guillemets. Viatique. Le monde est mon lieu, dit le poème. J'apprends devant l'étonnante architecture des montagnes l'extrême opacité des choses. Même l'émotion est devenue chose parmi les choses. Quant à la hauteur ou la profondeur, elle est dans les mots plus profonde et plus haute que toute réalité. En moi, dit encore le poème, il n'y a nulle différence entre l'amour et la mort, entre une clé et un geste d'adieu, entre le don et l'apparence, entre la menace et l'acacia, entre un quartier de lune et le chuchotis des racines, entre une chaise de jardin et notre petite épiphanie quotidienne. Et la rivière passe avec les mots toujours autres et toujours la même. Je demeure, dit enfin le poème, au plus fort du silence, chaque fois que le vide est franchi,
Quand le soleil en moi se lève ou que la terre s'assombrit, dans le souffle et la mesure, dans le sacre et l'accident. C'est un étrange voyage que de vivre, comme de boire jusqu'à la lie le verre et de s'en arracher comme d'une ombre, laissant à l'horizon de soi pas même une forme vide, sauf cette poussière de mots, cette dentelle obscure qui a pour nom souvenir. Rien ne ressemble plus à ma vie que le poème. Il connaît l'impossibilité d'être seul. En lui, d'un mot à l'autre, grandit l'imprévisible, mais aussi le chaos où les monstres sont tapis. Ce qu'il cache et ce qu'il crie n'est rien d'autre que bouche ouverte à l'étonnement, ce grossissement d'insectes d'une foule égarée, la pâle friperie des jours fanés, écume, grimace. La grande leçon de mon enfance, ce fut pourtant le refus des larmes, mais tout fait retour dans le grand silence nocturne. Mon poème prend le risque de lier le masque à l'aveu, mots et cailloux dans la bouche, le prononcé des ombres et des viandes. Ce n'est pas un miroir pour jeune fille, ni un alcool pour un soir de fête, mais une prose qui ne connaît ni la pause ni la victoire. Qui es-tu? Qui es-tu dans les mots, dans ce bouquet chiffonné du souvenir? Qui es-tu dans cette asphyxie de moi-même, toi qui me ressembles et que je ne connais pas? Cette présence dans la dérive des heures et des jours, cette empreinte sans dénouement, ce labyrinthe où passe et ne passe pas, le voyageur immobile que je suis et que je ne suis pas. Tu n'en finis pas de perdre ton ombre. La vie insiste et rêve. Tu cherches le chiffre secret d'une enfance à l'horizon des mots anciens. C'est troué de lumière entre les arbres. Tu es partout et nulle part. Tu n'es personne, tu n'es rien. À peine un souffle, un nuage, un mot désappris, silencieux et qui s'éteint. Alors que, sans vertige, sur la plus haute branche, l'oiseau du temps regarde. Je remonte un peu en arrière pour vous lire mon autobiographie. C'est dans un livre qui s'appelle justement, vous allez le comprendre, vous allez comprendre pourquoi, qui s'appelle « Le nom perdu ». Autobiographie. Je suis né à Smyrne ou ailleurs. Mon nom signifiait l'aveugle ou l'otage. Je suis né à Montevideo, la première fois en 1846, la deuxième fois en 1884. Je suis né en Alaska, à Long Island, au Labrador, dans le désert de Gobi, à Salonique. J'ai parlé l'ostiaque, le vogoul, le tchouvache, le serbo-croate et toutes les autres langues. Je suis devenu sourd. J'ai vécu captif en Angleterre, emprisonné à Mons, en exil à Bruxelles, à Jersey, à Guernesey, déporté au camp de Limnos, Macronissos, Aios, Estratios, plus tard à l'île de Samos. J'ai perdu un bras à la guerre. J'ai vécu plus de 30 ans paralysé des jambes dans une chambre de Carcassonne. J'ai été condamné à mort, gracié, porté disparu. Un duel mit fin à mes jours à l'âge de 38 ans. Je me suis pendu à une grille dans la nuit du 25 au 26 janvier 1855, suicidé en 1930 et en 1935. Je mourus guillotiné
en 1794. Je mourus d'un cancer à l'asile d'Ivry. Je mourus d'un éclatement de la glotte. Je mourus d'une congestion pulmonaire au camp de Drancy le 5 mars 1944. Je mourus sur le champ de bataille en Grèce, en France, puis fusillé en Espagne. Je fus écrasé par une voiture près de la place de la Concorde. Je fus trépané à la guerre et n'ai pas survécu. Je mourus, dit-on, d'une piqûre d'épines de rose. Mais je suis mort, définitivement, dans un hôpital de Marseille, d'un cancer au genou droit. Voilà, merci. J'ai le grand plaisir de vous présenter maintenant Jacques Roubaud. Jacques Roubaud est un des principaux membres de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, en même temps qu'un des écrivains majeurs de ce temps. Son œuvre touche à tous les genres, et en particulier à la poésie, qu'il a illustrée de façon aussi éminente que singulière. Depuis le premier livre de poèmes, Signe d'appartenance, jusqu'au récent Churchill 40 et autres sonnets de voyage, en passant par l'admirable Quelque chose noir, la pluralité des mondes de Lewis, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains. Il a aussi écrit des poèmes pour les enfants qui sont très étudiés dans les classes, je le sais. Les animaux de tout le monde, les animaux de personne. Il est aussi l'auteur de livres sur la poésie, son anthologie Soleil du Soleil, anthologie du sonnet français de Marot à Malherbe. Vous pouvez la consulter et la lire en Poésie Gallimard. Son essai sur l'art formel des troubadours, intitulé La fleur inverse, et son essai également sur quelques états du vers français, La vieillesse d'Alexandre. Son dernier livre de poésie vient de paraître aux éditions Attila, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens. Il a une particularité très visible, c'est qu'il comporte 6 jaquettes différentes, 6 couvertures différentes. Mais plus important peut-être, c'est une composition éminemment oulipienne, puisqu'elle repose sur un cahier des charges que vous pouvez lire détaillé à la fin du volume. Autrement dit, un ensemble de contraintes, et vous savez que la contrainte, c'est la base de la pratique des oulipiens, un ensemble de contraintes telles qu'elles produisent en effet un livre très singulier. Et je passe donc la parole à Jacques Roubaud. Je vais lire quelques sonnets qui ont paru dans le numéro 1 de la revue Place de la Sorbonne, que j'avais envoyé à M. Fourcault à sa demande. Disons que j'ai un lien avec M. Fourcault qui est notre commune passion pour la forme du sonnet. Et il compte comme l'un des principaux praticiens du sonnet aujourd'hui, avec le grand praticien qu'est William Cliff et le regretté Robert Marteau, qui est mort malheureusement l'année dernière. Donc je vais vous lire quelques sonnets. Certains sont des sonnets oulipiens. Alors le premier s'appelle le sonnet en émir. Alors si vous prenez le mot émir, E-M-I-R, et vous le retournez, cela donne rime. Donc le principe de ce sonnet, qui est rimé, c'est que les rimes sont le palindrome l'une de l'autre. Voilà, les mots rimes. C'était un grand as du vélo. Il ne faisait jamais des pattes, mais il remportait maintes étapes en s'échappant au pied d'un col. Hélas, je sais, c'est du vélo. Un jour, lisant 1000 arépas, il chut à Châteauneuf-du-Pape. Honteux, il sombra dans l'alcool. Il voulut se donner la mort par noyade dans le maelstrom. Mais le tourbillon l'écartant, il laissa sans cérémonie, nouvelle Empédocle son frein, au bord du cratère d'Etna.
Le deuxième sonnet est aussi un sonnet oulipien qui s'appelle un sonnet isocèle. Je vous lis le premier vers pour voir comment c'est fait. L'haleine des zéphyrs douce comme l'haleine. Bon, pas la peine d'insister. L'haleine des zéphyrs douce comme la laine, des cimes du glacier qui descend d'une cime, anime le soleil que le printemps anime, de la reine reçoit le salut de la reine. La rime s'agglutine à tout mot qui la rime, amène le ton dur comme le ton amène. Ma scène ainsi s'emplit de dames damascènes, Solime apparaissant donne sa chance au lime. Isocèle, un sonnet livre la brise au sel, pastel et mon décor, le monde qui n'est pas tel, cache miraculeux un ciel de cachemire. J'en mêle en mes pensées les oiseaux et les gemmes, Thélème, ou bien l'enfer, conclusion de tes lemmes, délire, ô souvenir, chef d'orchestre des livres. Bon. Ensuite, viennent 3 hommages à Alphonse Allais, un des maîtres de l'Oulipo. Le Sélacanthe. On l'avait cru fossile et voilà qu'il vivait, seul, dans la profondeur sombre, mais océane. Von Humboldt, le voyant, se tape sur le crâne et s'exclame, c'est lui, car il le reconnaît. Vraiment, pour en douter, il faudrait être un âne. Des ans, plus d'1 million dans ses eaux, il allait près de l'Inde, et de père en fils, il persistait dans son être, sachant le changement insane. On fait un aquarium rempli d'une eau de mer, excellente pour ce poisson du gouffre amer, en Prusse orientale. À le voir, on invite le vieux maître. Il s'en vient tout sautant, claudiquant, fixe chaussette en place. Il est myope, il hésite. Allons, montrez-le-moi. Mais voyons, c'est là, Kant. Deuxième hommage. Un félin. Du Minnesota, ce félin est d'apparence singulière. Son crâne est nu comme la pierre, sa peau plus douce que le lin. Sa moustache est d'un fil très fin, couleur de miel ou de poussière, à moins que ce soit de gruyère. Quand il dort, c'est dans un couffin. Le Mississippi, sur son bord, le voit passer, l'air désinvolte, armé d'un poignard et d'un colt. Ses griffes, son croque-mort, moineau naïf et sans malice, craignez le Minneapolis. Comme Georges Perec, il faut toujours oser. Il avait mis à feu la Perse et la Scythie, empalé tous les Turcs, Birsak, Andrinople, de la pointe du Raz jusqu'à Constantinople, il avait fait des Huns de la chair à pâté. Sa cuirasse était d'or matiné de Sinople. Plus fort que le Gengis, qu'Attila plus pressé, il chevauchait debout avec un col cassé. De tous les conquérants, c'était le plus people. Un jour, hélas, ce fut la révolution. Ses propres généraux lui criaient démission. Il ne put éviter la mort que par la fuite. Il traversa la mer et tomba dans un trou, perdu. Pensez donc, l'Australie. Or, aujourd'hui, l'élite des dames de Sydney aime le kangourou. Bon. Alors, il y a un sonnet qui est presque un des seuls sonnets français qu'on connaît aujourd'hui, depuis le XIXe siècle. C'est le sonnet d'Arvert, et même il a été mis en musique par Gainsbourg. Sonnet imité du sicilien sur la forme du sonnet même. Ma strophe a son secret, mon vers a son mystère, un potentiel immense en un moment conçu, le plagiat menacé aussi j'ai dû le taire, celle qui m'inspirait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais été par elle inaperçu, travaillant à sa gloire et pourtant solitaire, et j'aurais fait mon temps de poète sur terre,
espérant quelques prix mais n'ayant rien reçu. Ma langue, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, s'en va sur son chemin, distraite, sans entendre le chant de la contrainte élevée sur ses pas. À la banalité pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers tout remplis d'elle, quelle est donc cette forme? Et ne comprendra pas. Alors, un sonnet, les sonnets sont un peu plus particuliers, c'est encore un sonnet olypien, avec une contrainte qui est expliquée par le poème et qui est due au grand spécialiste des labyrinthes, Pierre Rosenstiel. Posons sur le papier l'exercice olypien que Pierre Rosenstiel proposa par caprice, que Pierre Rosenstiel proposa par malice, lors d'une réunion, je m'en souviens très bien. Lors d'une réunion, très bien, je m'en souviens. Malice, il en parla. Mystère, maléfice, posons sur le papier l'olypien exercice. Caprice, il en parla. Sévère, sibyllin. Maléfice inquiétant, casse-tête, mystère. Inquiétant, sibyllin, casse-tête sévère. Théorème ou sonnet, bonnet blanc, blanc bonnet. La fin vient la fin. Poème ou théorème. Chaque mot est présent 2 fois dans ce poème. Chaque mot est présent 2 fois dans ce sonnet. C'est pas facile. Boileau avait dit qu'on ne pouvait jamais répéter un mot dans un sonnet. C'est une chose qu'il a dite et que je ne sais pas d'où elle vient et qui a un peu préoccupé les gens. Et donc là, Rosenstiel a dit plutôt 2. Voilà. Alors maintenant, 2 sonnets qui sont déduits l'un de l'autre, on passe de l'un de l'autre en dévoilant une contrainte. Cette contrainte a été inventée par François Karadec. Je vous donne le sonnet voilé et ensuite le sonnet dévoilé. Pour parler, il s'était approché du bar. Dehors, une mouette errait dans la mare. Entre usines et vieilles maisons et gares. Quoi? Tu as osé te moquer de mon dard? Il gesticulait plus rouge qu'un homard. Je crache sur ta tête et ton âme d'âne. Il tremblait courbé comme une rose fan. Et l'autre répondit, tire-toi, gros lard. Le soir prend le soleil, le roule, le cale. La lune dans le ciel apparaît haut, pâle. Le baron et le duc, chacun veut son dû, crient vengeance, mourez, leurs paroles hélas. Enfin, surexcités par leur discours cru, ils se battent. La mouette reste en place. Ça, c'est le sonnet voilé. Sonnet dévoilé. Pour parler, il s'était approché du baron. Dehors, une mouette errait dans la marée. Entre usines et vieilles maisons égarées. Quoi? Tu as osé te moquer de mon daron? Il gesticulait plus rouge qu'un homard rond. Je crache sur ta tête et ton âme damnée. Il tremblait, courbé comme une rose fanée. Et l'autre répondit, tire-toi, gros larron. Le soir prend le soleil, le roule, le câline. La lune dans le ciel apparaît opaline. Le baron et le duc, chacun veut son duel, crient vengeance, mourez, leur parole est l'acide. Enfin, surexcités par leur discours cruel, ils se battent. La mouette reste placide. Et je vais terminer par un hommage à Antoine Vitesse, qui n'est pas un sonnet olypien. Cheveux noirs, regard brun, traits coupés au couteau. Le sourire du chat, ne montrant pas ses dents, pas de chaleur, pas d'émotion, ombre portée, double, à grand froid, comme un rasoir sifflant l'espace. Janséniste baroque et modeste d'orgueil, à 50 ans jouant fausse nue, diogénique, sort d'une malle, étonne, choque, puis convainc, occupant le plateau investi de son pas. Tenant les vers immensément serrés, distincts, médités, de Maïakovski contre Aragon, rafale de la voix et diction de l'esprit, tout d'intellect insensuel, insaisissable, il savait ne laisser personne indifférent, au total un génie étrange
et saisissant. Merci. J'ai un plaisir tout particulier maintenant à vous présenter Esther Tellerman parce que j'ai le privilège de connaître Esther Tellerman depuis de nombreuses années. Esther est professeure de lettres et psychanalyste. Elle est l'auteure de 8 livres d'une poésie qui se situe, selon ses propres dires, dans le double sillage de Saint John Perse et de Paul Celan. Tous ont été publiés aux éditions Flammarion. Première apparition avec Épaisseur, c'est en 1986. Puis 3 plans inhumains, Distance de fuite, Pangéa, Guerre extrême, Encre plus rouge, Terre exacte et récemment Contre l'épisode. En 2004, elle avait fait paraître un récit, Une odeur humaine. Elle est une des voix les plus singulières de la poésie d'aujourd'hui. Je suis heureux de pouvoir ajouter que j'ai dirigé le numéro de la revue Nu qui lui a été consacré en 2008 et je lui cède maintenant la parole. À toi, Esther. Donc, je vais vous lire des inédits écrits récemment, enfin cet été. Donc, je n'ai pas de titre encore. Jour n'avait pas monté assez haut. Au-delà de la scission des failles, je ne pouvais plus entendre la cadence du monde, ni votre césure. Je réinventais le centre des noms qui ne furent prononcés. Peut-être je voulais le voir avant qu'il ne s'éveille, entendre ses lointains, boire à sa bouche accrochée mes syllabes, dans sa tombe déposer les fièvres et les lapis. Peut-être je voulais qu'il ne soit. Jour n'était pas assez haut. Nous déclinions les pillages, sang jaillit des nombres. Ceux-là que les bateaux déportent, ceux-là qui restent à même le cri. Vos parois à franchir, sur votre visage toutes les figures qui portent le signe. Mémoire se cambre dans le visible. Puis viendra la barque, nous chargerons les gerbes, corps était le vin, feuillage nos habitacles. Nous étions remplis de syllabes et de seuils, avions échangé portails et saphirs, divisé les écritures. Moire désormais nous berce, dans les céramiques nous emportons la ferveur. Boucles autour de la terre avaient distribué les sacres, les exils, les pendaisons. D'est en ouest, ce qui fut murmure dans les laves et les arches. Résines ont retenu les cris, ce qui ne cicatrise. N'est-ce vous dans les ors en fusion? L'homme est un reste de l'homme, échangé dans l'oubli. Dans sa bouche expirent les orages et les lunes. Dans sa bouche, le mot étoile tremble, car nous nous lions comme deux sœurs aux racines. Inventions des colliers, attendions une barque, emportant la ferveur. Ici, cheveux sont en partage, là, nos dents. Nous vivions sous les herbes,
multiplions les signes. Sais-tu, rien ne dessine le chant à même, le cri, ce qui ne fut tissé à même la poitrine, souffle au centre du nom, plus haut encore, le blanc, plus profond, une brindille. Je sais, nous parions au commencement, voulions déposer la lumière, tu m'offrais les savoirs, j'opposais drap, linge, linceul, depuis longtemps jamais je ne t'effleure. Je sais, chaque éclat veut le voile, chaque trahison le serment. Je me suis jetée là avant que je tombe. Dans les croix cerclées, il précipitait les idoles, avait durci la pierre, vers eux je respire, leur mousse s'évapore, anneaux de granit retiennent le paysage. Et puis encore, vous, que couvre un champ d'étoiles, votre bouche à ronces, pareille à la mienne, miette d'heures à prononcer. Je vous entourais de formules au milieu de la roue. Nous nous comptions en un. Creusions le livre ouvert, arpentions les incendies, renversions leurs images, mêlions nos mesures, puis accrochions au soleil l'écume. Au fond du corridor, on dit que vous aviez laissé des perles, des billes d'os dans les annotations, votre étreinte. Je poserai sur votre fêlure sorbiers et églantines, sur toi, toi-même, qu'une lande embrase. Au milieu où tu restes, jamais ne restera, reste, puisque ne fut jamais pleine clarté. Nous habiterons le plein midi sous la terre, boirons les paroles des muets, enfermerons les rayons des solstices et les noces, hurlerons les aurores de salive. Sous les roches, eau de vin, cristal, douleur, agate, et tu devins entaille. Je sais, j'avais voulu te recueillir, ne laisser advenir l'aveugle, chair comme veine ouverte. Allions, de cités en cités, afin qu'advienne une lettre, épuisions le navigable, accollions au désert la naissance, chemins au travers. Plus, voulions être vous en votre œil ou sous votre ombre, voulions des miroirs de lapis où multiplier vos couronnes, larmes dures et ciels étirés, le plein midi, toi, dans chaque rive et dans la lampe, blancheur, à l'infini, dans la gorge, à chaque fois. Fatigue ce jour dans le sillage enfoncé, dans l'acier des écumes. Ils ont bâti au-dessus les roches où dormir, enfermé le secret pour les temps, en dessus et en dessous. Écoute, j'ai vu une larme à contre-ciel monter de leur cercle.
puis fraîcheur, découvre les mousses. Je voulais votre source, vos pillages, au plus nu superposer vos hypothèses. Peut-être nos bouches à ronces n'avaient pas encore bu. Étions-nous restés au bord des méridiens? Avions-nous fait face quand soudain s'ouvrit le désert? Avions-nous assez foré les couloirs, déposé nos os, lissé les sables d'épaule? Nous étions-nous tournés vers le levant? Avions-nous appelé l'aube ou avions-nous cerclé les forêts de granit? Avec l'été, je voulais te couvrir d'étoiles, cueillir tous les bouquets, déporter les ancrages. Je sais, cœurs étaient déposés dans les urnes, regards dans les anneaux. Je me suis jetée là avant que je tombe. Soir, ne te quitte à l'orée du champ, ton nom enveloppe la flamme. Pensée de toi. Voguions quelques-uns dans les craies, serrés de colliers et de boucles, afin que seul un signe fît mémoire. Autour de votre épi, je sentais l'espace qui gonfle. En écoutant Esther dire ses poèmes, je me suis rappelé un très bel article de Michel Collot dans la revue que je viens de mentionner, qui s'intitulait précisément « Écoutez, lire Esther ». Pour clore en beauté cette soirée poétique, nous allons écouter maintenant Jean-Pierre Verhaegen. C'est le deuxième Belge de la soirée, puisqu'il est né à Gembloux en Belgique. Son premier livre, La Grande Mitraque, est paru en 1968. En 1969, il rencontre Christian Prigent, avec qui il anime la revue d'avant-garde TXT. Puis les livres se suivent. Le Grand Cacophone, alors il faut être attentif au titre de Jean-Pierre Verhaegen. Le Grand Cacophone, le degré Zorro de l'écriture, d'Ivan le Terrible, sous-titré Les aventures de Freud Astaire. Ninitsch pot chien, Stabat Mater, Artaud Rimbourg, Ridiculum Vitae. En 1985, Jean-Pierre Verhaegen commence à se livrer à des séances de lecture-performance dont vous allez avoir le privilège d'avoir une idée dans un instant. Parmi ses derniers livres parus, On n'est pas sérieux quand on a 117 ans, du même auteur chez le même éditeur, L'idiot du vieil âge, Sodome et grammaire, et le dernier chez Gallimard, Poète ben oui, Poète ben non. Je tiens à remercier tout particulièrement le comédien Jacques Bonafé et son complice, dont le monologue L'oral et hardi sur un texte de Verhaegen a remporté un vif succès, car Jacques Bonafé va se livrer maintenant à un duo avec Jean-Pierre Verhaegen, et je lui remercie. Et Jacques a reçu un Molière du théâtre. Quand même, il faut le dire. Hein. Alors, on y va? Tout dire. Tout dire. Toi. Tu voudrais ouvrir avec logo Rabouf? Logo Rabouf. Non, je vais rappeler simplement que j'ai participé à un colloque sur l'héritage gréco-latin avec Bénédicte Goriot, entre autres, et mon ami Laurent. Et j'avais, je pense, un peu stupéfait les gens en donnant une traduction des pages roses du dictionnaire Larousse. Enfin, traduction un peu libre, c'est pour ça qu'on entendra après Jacques dire, tout oser et en rire. Alors, voilà. Festinalente, Tina est un peu lente de la fesse. Delenda Carthago, dès lundi je cartonne. In articulo mortis,
C'est tout un art d'asseoir son cul sur une moto. Bis repetita placet. Dès que je vais coller une bis, je lui place une répète sur le pet. Alea jacta es. Quand Léa jouit, Jacques éjacule. Eh oui. Verba volent, scripta manent. Quand verba est au volant et scripta aux manettes, c'est dans le fossé direct. Agé quod agis. Malgré son âge, il a la cote, il gicle encore. Ad limina apostolorum. Il s'est fait limer par un drôle d'apôtre. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Si tu ouvres bien un vasistas, tu ouvres facile toutes les fenêtres. Pro Deo. Dieu est un professionnel. Ab irato. Je râle, j'ai perdu mon râteau. Aboc et abac. Aboc et abac. Avant de se faire sauter par le premier bouc venu, toute chèvre devait exiger qu'il ait le bac. Carpe diem, Dieu a péché gros. Anus horribilis, anus mirabilis. Il vaut mieux sortir de son cul une bille en or qu'une mirabelle blette. Ad hominem. Oui, je fais des abdominaux, mais un à la fois. Monsieur Jacques. Tout dire, tout parler, oser, tout écrire, tout sembler réussir pour mieux finir par tout rater, tout échouer et en rire. L'Académie, 20 cadavres debout discutent de l'orthographe exacte du mot Maccabée. 20 autres membres déturgescents se livrent à de savants calculs de probabilité sur les chances de survie du point d'interrogation final. Puisse-t-il leur être fatal ? Tout pue, jeunes gens, fuyez, hâtez le pas, l'institution nous rattrape, l'établissement est à nos portes et l'art officiel nous colle au derche. Fuyons tous les cercles, fuyons celui des lecteurs disparus, fuyons même celui des lecteurs de Spirou, fuyons tout, fuyons surtout celui des poètes retrouvés, gelés, momifiés ou assouplis pour l'éternité dans les platitudes de la convivialité. Fuyez ces mammouths, fuyez leurs mamours, fuyez leurs moumoutes, en avant toutes. Quittez le radada des nouveaux radadaïstes, quittez le rondibé des ultimes surréalistes, quittez le dernier carré des irréguliers déjà régularisés, lâchez le troufignon postmoderniste et l'entrée des artistes post-mortem, adieu, amen, lâchez tout. Non mais, assez de leçons. Le problème, c'est la concentration d'un côté et le mou généralisé de l'autre, le tout mis sur le même pied de nédilarité. Le moindre mot de vous qui devient du mou de veau. Le consensus et sa femelle, la consensus qui vous colle à la peau. Papa Johnny et maman Gréco renvoyés dos à dos, l'abbé Pierre dans les bras de Bernard Kouchner, Emmaüs Bovary en pamoison devant Médecins sans frontières, en train de lui expliquer du haut de sa chaire universitaire à canon comment reconnaître si la viande morte est cachère ou non. Dégobillons, déguerpissons, filons, cravachés jeunes gens. Laissez le zappeur camembert et le zappeur pompier s'entretuer, laissez le zappeur encore s'améliorer, s'illusionner, ne croyez qu'aux zappistes, tendance zappa. Que la radio vous soit poétique, comme je ne sais même plus la suite. J'ai donc hâte de passer le relais. Tout dire, tout est... Oui, c'est cela. Alors... Alors effectivement, on parlait des éditions Freud-Aster, où j'étais rédacteur en chef là, et j'ai publié à titre personnel quelques titres. En voici quelques-uns. 20 000 lieues sous les Jules de sa mère, des aventures. L'inconscient, l'autre dans le coma, dans la série Médecine pour tous. Oedipe à Jean Blou, une biographie sélective en collaboration avec William Cliff, qui m'a beaucoup aidé aussi dans le livre suivant, qui est une méthode d'apprentissage du rythme pulsionnel en moins de 30 leçons, et qui s'intitule « Par divan, par derrière ». Si c'est pas toi, c'est donc ton frère, un ensemble de fables. Le complexe sidérurgique expliqué aux métallos du bassin lorrain. C'est un essai dans la collection Petit cache-sec du peuple.
puis Hystérix le Grivois, une BD, puis le Surmoi pondéral, un traité de culture générale dans la collection Grosso Modo. Alors, une poésie complète qui s'intitule « Mignonne, allons voir si t'as névrose ». Puis, livre suivant, « Moi aussi j'ai été fils-père ». Ce sont des nouvelles dans la collection Confessions spontanées et révélations tardives. Un bestiaire illustré intitulé « Quand on se couche avec son chien, on attrape des pulsions ». Et enfin, un hommage à Jocaste, des archives épistolaires freudiennes inédites, que j'ai intitulé « Jocaste-moi pas les couilles avec sa maman ». Oui, c'est tiré d'inédits, mais quelques-uns étaient parus dans cette collection de Laurent, de cette revue, et notamment cet éloge du pédonone. C'est un beau terme, pédonone. Oh, le succulent mot que voilà. J'adore en effet que le nom de ce beignet soufflé à partir d'une pâte à choux puisse faire allusion à ce petit soupir d'orifice incontrôlé qu'on imagine émis à matine ou à compile par quelques novices moniales ou postulantes distraites pendant l'office religieux. Petit vent discret, précisons. Alizé de bure, zéphyr d'après-repas, fut-il frugal, ou brise narine, au pire, Valérie aurait apprécié. Prouti doux et gentil, tout à fait pardonnable et même justifiable. Ne consomme-t-on pas force platée de faillots, ne serait-ce que pour des raisons économiques, dans les cantines de couvent, nous souffle à l'oreille de très mécréants informateurs. Juste donc un minuscule lâcher de fermentation excédentaire, un échappement gazeux cherchant soudain la voie de sa liberté. Rien à voir donc avec de grandes méchantes louffes en rafale, de vulgaires caisses à fond la caisse, ou des retournements de veste fracassants que vous lâche à la face d'incompétents littéralement dans tous les sens du terme, et nauséeux foireurs sans retenue. Au contraire, on reste ici, à l'image de cette divine pâtisserie, dans la petite boulette de circonstance, dans l'inoffensive bévue d'un sphincter désiré, de prendre ses aises, de se décontracter, de se relaxer un moment. Pas de quoi en faire un drame. Tout corps, de sœurs, de béguines, etc., plongé dans la ferveur d'une prière, a droit à ses météorismes, ses flatuosités, ses flatulences, ses embarras digestifs, ses rots sous la cornette ou ses retards intestinaux, comme celui de tout citoyen lambda, qu'il ait ou non la foi. Halte là donc, qu'on en revienne sans chipota à notre petit 4 heures, à notre délicieux pennon fourré de confiture, de crème vanille ou de chocolat, qu'on se précipite avec nous vers ce souverain Zanka. Et basta, merde quoi, merde. Je lis toujours la liste des rois de France. Je crois que vous les regrettez parfois. Alors, je rappelle la liste des Louis. Les Louis m'ont toujours impressionné, notamment Louis 007, bien connu, c'est l'agent double. Louis 08, l'Ardennais. Louis XIV-18, le poilu. Louis XV, le SAMU. Louis XXII, l'agent de quartier. Louis XXI, le tiré à 4 épingles. Louis XXIII, le toubib. Louis XXXV-15, le tapé. Louis XXXVII-2, le fiévreux. Louis 40-45, le prisonnier de guerre. Louis 43, Fillette, le mal chaussé. Louis 50-50, le 50-50. Louis 51, le pastis. Louis 100 balles, le fauché. Louis 101, le dalmatien. Louis 106, le Peugeot. Ainsi que Louis 206, Louis 306, Louis 406, jusqu'à Louis 806, le voyageur de la même famille des Peugeot, qui, comme chacun sait, succédèrent aux Bourbon, aux Citroën et aux Valois. Voilà pour la liste. Allez. Vous appelez ça de la poésie, monsieur Verhaegen? Pédonone et les Louis? Non, et si je dis, je me souviens de Georges Perec, c'est de qui? Je me souviens de Georges Perec. Nous étions sur les mêmes bancs d'école, dans la même communale. Nous avions les mêmes petits camarades et les mêmes livres de lecture élémentaire. C'est de Jean-Pierre. Je me souviens de Rémi qui ramait. Rémi allait à une rive et ramenait Irma. Irma remuait. Rémi murmurait. Ça, c'est pas du Baudelaire, quand même. Et alors, qu'est-ce que je pourrais célébrer? Les demeurés spéciaux. Les demeurés? Oui.
Non, après le Pennon, j'aime bien ma bête, mon bestiau, que dis-je, mon troupeau. Car il y a mon entier troupeau, car il y a au moins 200 à 300 animaux qui tantôt trépignent au paddock de ma carne, tantôt s'y prélassent à la ronflette, paillasses et mataras, enflant démesurément ma yourte de grand couturé au ragnagna du rabachi. Mon pauvre corps, mon cher ami, mon vieil amas, tout est pli et dépit, n'est-ce pas? C'est ainsi, ça en sera bientôt fini de vous et moi réunis. On a beau se dire qu'Éole a trop longtemps vécu à la colle avec Gradouble ou Baudruche avec Trucmuche en lui collant des et en lui faisant des kilikotrouducs quand c'était pas des lèches à la toundra, on n'y coupe pas. Succulate, succulent, tout ça. Mais cachostum, tôt ou tard, la bedonie nous rattrape qui nous lorgnait déjà à la gonflette et regonflette. Il nous faut passer à la caisse. Désastres et défaites se font de plus en plus esperluettes. On devient un vivant échec, une grosse bibiche larvaire émeulée flichine, des articulo mortis, un sac à merde, une auge à peau. Voilà qu'on considère avec effroi les chouchounes de son derme et les bourrelets flashouilles qu'on a au bas de nos bajoux à grimace. On fait en effet la grimace. Catastrophe. La Castafiore est dans la place qui entonne sur le champ son grand air outragé de Faust et margarine, comme si elle avait jamais suivi le moindre régime. La garce, pour ne pas dire la Grèce, pauvre et cuve. Hein. Car quel régime serait-ce, sinon de république bananière ou de basse-messe en si grand nombre de promesses mensongères, alternant les diètes irae et les diètes illa de toutes les diététiques qui soient, pour nous faire tomber de carême en sauna sans perdre un seul kilo de notre poids? Au contraire, en décuplant nos colères. Ah, ce n'est pas une mince affaire. On a beau rêver, avoir dansé toutes les nuits le boléro de Ravel avec Béjart et Moudra, au réveil, on se retrouve chaque fois en train de poser comme modèle gras chez Botero, à Pietrasanta. On ne se refait pas. Sancho pensa à beau remuer ciel et pommes de terre pour avoir l'air de paraître son propre maître, Don Quichotte de la Mancha. Il sera toujours Don Panchotte de son estomac, Don Panchotte du côté de la côte à l'os, avec son insatiable poche et une énorme baloche en guise de gaster. On s'est comporté comme un roi, fut-il au petit pied, un roi qui rote et qui boit, un roi comme autrefois, un roi qui a des culottes bouffantes aux joues et un hamster dans chaque maxillaire, un roi qui mange comme il légifère, c'est-à-dire dans la plus pure inconvenance, ou comme les rois de France, quand ils recevaient tour à tour Colbert et ses truites, Turbigo et ses rognons, Aboukir et ses amandes, Villeroy et ses anguilles, Barigoul et ses artichauts, Mirabeau et ses entrecôtes, Soubise et ses oignons, Albufera et ses canetons, Rothschild et son soufflé, Coquibus et son lapin, Condé et ses cerises, Beauharnais et son consommé, Dugleret et sa barbu, Chambertin et son coq, Gobot et ses brioches, Duxelles et ses champignons, Cendrillon et ses rissoles, Mornay et son cabillaud, Alnois et son cresson, Victoria et son saumon, Loris et ses asperges, Ruffert et ses cagouilles, Segré et ses rios, Appert et ses conserves, Meurette et ses œufs, Albi et ses gimblettes, Bourdalou et ses bananes, Brandade et sa morue, Arlequin et ses restes, Barbantane et ses aubergines, Rossini et son tourne-dos, Talleyrand et ses popiettes, Madère et son vin, Gribiche et sa sauce, Mironton et son bœuf, Naratin, Navarin, Baratin et ses moutons, Navarin et ses moutons, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, va et victuaille, à table quand même. Jacques Bonafé, voilà. Merci à lui. Je dois dire la chance que j'ai d'avoir un acteur comédien aussi performeur et performant et ami aussi, surtout. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette lecture. Merci d'y avoir assisté. Et maintenant, comme je vous le disais, vous allez pouvoir venir devant cette table parce que les poètes vont s'y installer, s'il vous plaît, et ils pourront vous dédicacer leurs livres, mais aussi les numéros de la revue qui sont parus, c'est-à-dire le 1 et le 2. Le numéro 3 de Place de la Sorbonne paraîtra en mars prochain. Voilà, merci encore à vous, et puis donc venez par ici, si le cœur vous en dit, vous faire dédicacer tel ou tel livre ou la revue. Bonne soirée, merci.